Insidious, The Red Door de Patrick Wilson, avec Patrick Wilson, Rose Byrne et Ty Simpkins. Bah, c'est la suite de la saga Insidious. Là, ça raconte en gros, suite à ce qui s'est passé avant, donc avec le père et le fils, on voit qu'ils sont comme hypnotisés pour oublier en fait tout ce qui s'est passé dans l'année. Et en fait, ça, le film raconte 9 ans après, où la relation entre le père et le fils n'est pas top, hein. Le fils va rentrer à l'université, et en fait, bah, malheureusement, l'aura maléfique est toujours là avec eux, et bah, va leur pourrir la vie, quoi. Bon, quand je vais voir un film d'horreur, j'y vais toujours à reculons, parce que le niveau, il est proche de zéro. Insidious, j'avais regardé que le premier, il m'avait fait royalement chier, donc j'ai pas vu, je sais même pas s'il y en avait un autre entre, s'il y en a 2 ou 3, bref. Là, je suis allé le voir parce qu'il y avait que ce film à ce moment-là, quand j'y suis allé, mais c'est juste nul, quoi. Enfin, je comprends pas que le genre de l'horreur, qui est pourtant un genre à part entière, quoi, qui est quand même hyper connu, soit si mauvais. Enfin, il y a aucune nouveauté, il y a rien de bien. L'acteur, bon voilà, il est pas trop mal, mais là sur le coup, je trouve qu'il joue mal, il joue vraiment mal, et ouais, le film est nul, quoi. Tous les moments qui font entre guillemets peur, ce n'est que des jumpscares. C'est-à-dire que c'est l'image où d'un seul coup, t'as la personne, t'as un bras ou une tête qui va t'arriver dans l'écran avec la musique qui va monter à fond. Donc forcément, même si tu le sais, tu t'y attends ou peu importe, t'es obligé d'avoir un petit sursaut parce que c'est la musique qui te surprend, et après, bon, avec l'image, mais il y a aucun intérêt. Et en fait, c'est ça qui me dégoûte, c'est de voir même dans la salle, des gens, tu les entends après chuchoter, tu sens que genre, en gros, ils ont eu leur kiff, quoi, genre, oh là là, ça faisait trop peur et tout. Mais putain, mais... De toute façon, c'est comme les blockbusters, si les gens, ils aiment ce genre de merde, c'est sûr que les studios, ils vont jamais faire d'efforts et ils vont jamais élever le niveau. Mais là ouais, vraiment, c'était pitoyable, il y a rien qui est intéressant, et le film ne propose vraiment rien de ouf dans l'horreur, quoi. Là, par exemple, il y a pas longtemps, j'avais vu le Croque-Mitaine au cinéma, il est pas ouf, mais franchement, il est vraiment mieux que ce film, quoi. Sur le coup, le Croque-Mitaine, il proposait quelques trucs intéressants pour mettre en scène l'horreur. Là, franchement, c'est bidon, quoi. Puis voilà, sans spoiler, même la fin du film et tout ça, enfin... Oh là là, non, franchement, c'est vraiment aucun intérêt, hein. Même, je pense, par rapport au niveau du premier Insidious, c'est vraiment plus mauvais, hein. Donc, bien évidemment, je ne le conseille absolument pas. Mettre de l'argent dans ce genre de film, c'est être maso, hein. Mais après tout, il en faut pour tous les goûts. Son, la Kate Stanfield, Tiffany Haddish, Danny DeVito et Owen Wilson. C'est l'histoire d'une mère et de son fils qui vont emménager dans une énorme maison hantée. Et donc, suite à cette découverte, la mère va vouloir exorciser la maison. Elle va faire appel à un prêtre qui, lui, va faire appel à un expert en surnaturel et en fantômes. Et eux-mêmes vont appeler d'autres personnes. Et en fait, leur but, à cette petite équipe, ça va être de résoudre le problème et de faire sortir ces fantômes. Le film est pas trop mal. Le niveau effets spéciaux, c'est bien fait. Que ça soit effets numériques ou autres, les costumes sont jolis, enfin vraiment voilà, ça c'est sympa. Après le film, en fait, ce qui est étrange, c'est que je sais pas pour quel public il est vraiment, c'est-à-dire que si il est catégorisé comédie fantastique, aventure et famille, donc il y a pas de côté horreur ou épouvante, donc oui effectivement c'est vrai que c'est vraiment un film on va dire de famille, c'est très léger, mais je trouve que quand même il y a des scènes, enfin je veux dire pour les enfants qui peuvent faire un peu peur, je trouve, qui sont quand même bien faites dans le côté épouvante. Donc voilà, en ayant vu le film, je sais pas si je montrerais ce film à des enfants de moins de 10 ans par exemple. Donc voilà, je le conseille surtout à des familles avec enfants, des enfants pas trop jeunes non plus. Voilà, pour passer un bon moment, le film est pas mauvais. Les Ombres Persanes de Mani Hagigi avec Taraneh Ali Dousti, Navid Mohammadzadeh et Esmail Pourreza. Ça raconte l'histoire d'une femme qui va voir un jour son mari dans la rue, à un endroit où il n'est pas censé être, et elle va donc le suivre pour voir où est-ce qu'il va. Et en fait, elle va se rendre compte que son mari est en train de la tromper. Et en fait, en voyant ça de plus près, elle va se rendre compte que son mari n'est pas son mari, et qu'en fait, il s'agit d'un sosie parfait. Et en allant plus loin, elle et son mari vont carrément se rendre compte que cet autre mec a une femme, et que cette femme ressemble également, comme 2 gouttes d'eau, à la première femme. Donc en gros, voilà, c'est une histoire donc de 2 couples qui sont identiques, mais qui n'ont pas voilà, le même travail, la même structure sociale, etc. Donc à partir de là, leurs histoires vont un peu s'entrechoquer, et donc de là va se passer un début d'histoire d'amour
avec deux des protagonistes et aussi de la manipulation. Le film est un peu dur à raconter, l'histoire elle est très originale, le fait qu'il y ait comme ça deux couples identiques mais qui n'ont pas exactement la même vie, il y a deux niveaux sociaux différents, et le fait qu'il y a un début d'amour entre deux protagonistes et tout ça, mais vraiment je sais pas du tout quoi en penser de ce film. En soi je suis quand même déçu parce que de base là les films iraniens que je vois dernièrement au cinéma je les trouve vraiment géniaux, et d'ailleurs c'est souvent avec les mêmes acteurs et les mêmes actrices. Les deux acteurs principaux, ils ont tourné dans le film Leila et ses frères que j'ai adoré, et l'acteur avait aussi tourné dans La Loi de Téhéran que j'avais trouvé sublime, mais là franchement je me suis un peu ennuyé, le film m'a pas captivé, et le film est pas mauvais, il y a rien de mauvais dans le film, mais c'est juste qu'il ne m'a absolument pas attiré. Et après oui, même si la fin est quand même appréciable, qui est une fin tragique, mais voilà, je trouve qu'il manque quelque chose au film. L'émeute de Kamal Lazrak avec Ayoub Elaïd, Abdellatif Mastouri et Mohamed Himsab. Ça raconte l'histoire d'un père qui va travailler pour un mec qui va vouloir se venger pour X raisons, et donc ce père-là va devoir s'occuper de kidnapper la personne pour lui. Dans sa mission, il va amener son fils avec lui, sauf que bien sûr ça va mal se passer, et en fait ils vont se retrouver avec un cadavre. Et pendant tout le film, ça va être l'histoire donc de père et du fils qui vont essayer par plusieurs moyens de se débarrasser du corps, mais qui vont à chaque fois tomber sur des galères. Le film est pas mal, un film marocain qui change encore une fois avec des nouvelles têtes, des acteurs, alors je sais pas si c'est des acteurs pros, si c'est tous des acteurs pros ou il y a des acteurs semi-professionnels ou amateurs, en tout cas, ils jouent vraiment très très bien. C'est un film qui est très sombre et qui est très très réaliste en fait, même comme il est filmé avec la caméra comme ça qui bouge beaucoup autour d'eux. En fait tout le film se passe dans une seule nuit, et on sent que c'est dur, que c'est lourd, que c'est sale, et en fait on galère avec eux et on se dit putain mais à un moment donné, faut qu'ils arrivent à se débarrasser du corps. La relation entre le père et le fils aussi, elle est pas facile. On a forcément beaucoup plus d'empathie pour le fils pendant le film, même si à la fin il y a une scène qui est toute bête, toute rapide, et on voit un plan sur le père que je trouve aussi très belle, parce que dans ce plan il dit rien du tout mais tout se passe dans le regard. Mais après voilà, je l'ai pas non plus trouvé exceptionnel, je trouve le rythme quand même un petit peu lent pour moi, et il y a pas eu non plus de trucs transcendants, donc voilà, ça reste un film assez original dans l'histoire, et qui change du coup pour nous Européens. Donc voilà, si vous voulez voir un thriller marocain, je vous conseille ce film. Mission Impossible Dead Reckoning de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Hayley Atwell et Ving Rhames entre autres. C'est la suite de la saga Mission Impossible avec Ethan comme agent secret. Le nouvel ennemi, c'est l'intelligence artificielle, qui va se rebeller plus ou moins contre l'humanité. Et donc dans cette première partie de film, Tom Cruise va devoir retrouver deux entités de clés qui lui serviront plus tard. Bon, ça sert à rien d'épiloguer sur l'histoire, parce que de toute façon, dans ce genre de film, c'est pas pour l'histoire qu'on va le voir, mais c'est pour l'action. Et c'est le problème que j'ai en fait maintenant... En regardant en fait ce Mission Impossible, je me rends compte que j'ai le même avis pour les films d'action que j'ai pour les films d'horreur. C'est-à-dire que ça y est, je sature. Alors je vais commencer d'abord par le positif. En soi, je pense que Mission Impossible reste le haut du panier des films d'action. Parce que par exemple, j'ai vu Indiana Jones il y a pas longtemps, et il y a des scènes qui sont extrêmement similaires, que ce soit des courses-poursuites en voiture ou alors bataille sur le train. Et clairement, Mission Impossible met une claque monumentale à Indiana Jones sur ce point de vue-là. Donc voilà, là-dessus, la qualité est présente. On peut pas reprocher ça Mission Impossible, mais moi je sature en fait. Je commençais donc par les points positifs dans le film. Déjà le générique avec sa musique légendaire, au moment où le générique est apparu, comme il arrive peut-être 10 ou 15 minutes après le début du film, ça met une ambiance et j'ai bien aimé ça. La course-poursuite en voiture justement en Italie. D'ailleurs, on peut faire aussi le parallèle avec la course-poursuite en voiture en Italie de Fast and Furious X, parce que c'est au même endroit que ça se passe. Et là aussi, Mission Impossible met une claque à Fast and Furious. Et en fait, j'ai bien aimé cette scène d'action, parce qu'elle est presque comique, dans le sens où ils savent pas conduire, où la voiture va dans tous les sens, et je l'ai trouvé réussie. La scène du train, justement, dans la fin du film, là encore une fois, qui est 1000 fois mieux que celle d'Indiana Jones, elle est très bien, j'ai jusqu'à la fin suspense sur le pont, tout ça. Donc attention, j'ai un peu spoilé dans le film. Sauf à la fin où l'Asiatique vient les sauver. Et là, j'ai trouvé ça mais d'un ridicule pas possible. C'est dommage parce que tout était pas mal dans cette séquence. Et là, on sait pas pourquoi la meuf qui vient de se faire planter un couteau quasiment dans le cœur, 20 minutes avant. Genre là, tu sais pas pourquoi, elle va à l'autre bout du train. Il y a aucun sens. La meuf, elle vient sauver les deux personnages principaux.
pour crever juste une seconde après. Enfin vraiment, mais nul à chier quoi. Donc ensuite j'enchaîne avec tous les autres points négatifs du film. Le personnage de la voleuse justement, l'actrice principale féminine, mais il est nul à chier en fait. Elle ne sert à rien à part montrer qu'elle a une belle gueule. Tout le long du film c'est une connasse. À aucun moment elle a de l'empathie pour Ethan. Ça va, donc elle le vole sans vergogne, elle se barre, elle va pas le sauver ou quoi. Ça va jusqu'à la scène critique du métro où elle se libère des menottes. Et au lieu de le libérer ou quoi, non, elle le laisse, il y a le métro qui va arriver pour, logiquement, il a une chance sur 1000 de s'en sortir pour se faire écraser, même elle doit se douter de ça, mais elle s'en bat les couilles. Et donc voilà, c'est ça tout le long, elle s'en branle. C'est à cause d'elle que, à Venise, l'autre actrice, je sais plus, qui joue une russe, ou, enfin la blonde, qui se fait du coup tuer par le méchant. Et après ils nous font une vieille scène pourrie où ils vont la recruter, en mode oui on a perdu une amie, une être chère, et même elle est presque touchée, oh là là elle est morte, machin. Alors que non mais s'il te plaît, elle-même, elle allait causer la mort indirecte parce qu'elle aurait pu le libérer, elle le fait pas sans vergogne, avec le sourire aux lèvres en partant. Et par contre, quand il y a une autre meuf qu'elle a encore moins côtoyée et qui crève, elle est en mode, elle a presque les larmes aux yeux. Enfin, vraiment, le scénario et l'écriture de ce personnage sont faits à la pisse. Après, on peut continuer là-dedans, dans le sens où elle est gavée forte au combat, elle défonce des gardes et tout. Bon, ça, c'est toujours pareil. Elle est hyper forte en parcours aussi, hein. Yamakasi, elle saute par-dessus les trucs. Enfin, la meuf, c'est une voleuse, et t'as l'impression qu'elle a été entraînée par les commandos pendant des années. Enfin, voilà, ridicule. Puis même, ce qui est ridicule, donc je reviens au passage à Venise, c'est que la meuf, elle vole cette fameuse clé pour se faire du blé en gros, pour aller jusqu'à l'acheteur, et quand elle est jusqu'à l'acheteur, bizarrement, oh là là, elle a des remords et tout ça, et elle devient meilleure amie avec Tom Cruise, et du coup elle refuse de donner la clé. Enfin vraiment, ça n'a aucun sens, c'est nul à chier. Son personnage est foiré de A à Z. Ensuite pareil, en revenant sur la mort de l'autre actrice, de la blonde, mais là c'est pareil, tout ça est à chier, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont mis une nouvelle actrice dans ce film, et ils se sont dit, ah merde, il y avait une romance entre Tom Cruise et donc l'actrice précédente avec le film précédent, bah là ça fait chier, il va y avoir un triangle amoureux, qu'est-ce qu'on va faire? Bah vas-y, on zigouille l'ancienne, pour garder la nouvelle. Enfin, c'était sûr à 100% qu'elle allait crever l'autre, enfin surtout quand il commence à dire oui, il va y avoir un dilemme et tout. Puis j'aime bien parce que la scène de la boîte de nuit où ils annoncent à Tom Cruise que l'une des deux va mourir, le mec, t'as l'impression qu'il sait pas trop s'il devait choisir laquelle il sauverait, alors qu'apparemment il a quand même vécu beaucoup plus de choses avec l'autre, il y a quand même des sentiments, on les voit à un moment donné, des petites scènes à Venise, on voit qu'il tient elle, alors que l'autre il a connu une fois à l'aéroport quoi. Donc enfin voilà, encore une fois, ridicule. Après pour pinailler, donc il y a 2-3 scènes ridicules, comme à un moment donné quand justement Tom Cruise il a un masque où il est déguisé et il rentre dans je sais pas, le bureau de la CIA ou je sais plus de quelle agence. Genre on montre l'acteur, le personnage, 50 fois par minute. Enfin genre il y a un cut, on voit les autres personnages et on voit le mec en fond comme ça qui est censé être un sbire, hein, qui a aucun rôle, mais on fait que le filmer. À chaque plan il est montré, genre en mode hyper suspect de tête et tout. Enfin c'est bon, le film il s'adresse à des enfants de 8 ans apparemment, pour bien dire, hé, regardez, attention, à la fin de la scène il va se passer un truc avec lui. Non mais c'est bon, il suffit de le montrer juste 2 fois et on sait qu'il va agir dans la scène. Ah là, c'est horrible comme c'est filmé quoi. Sinon il y a un autre moment aussi, c'est la fusillade dans le désert. À un moment donné, t'as Tom Cruise pareil qui est à cheval et tout. Vraiment sans déconner, sur le plan, il y a peut-être 20 mètres, allez 50 mètres. T'as 10 mecs, ou peut-être 5 mecs qui sont avec des mitraillettes sur un plan mais large où il y a personne d'autre, il y a que Tom Cruise. Et ils arrivent pas à le toucher avec la mitraillette. Alors ça, je sais que c'est le truc cliché de tous les films d'action par excellence. Mais à un moment donné, stop. Juste stop. En fait, c'est comme les films d'horreur. Il y a des clichés, mais faut les enlever. C'est bon, il y a des années qu'on voit des films comme ça, faut arrêter, faut passer à autre chose. Là, je suis désolé. Non mais toujours plus, enfin vraiment en fait ça en devient nul et moi ça me gâche la scène, je la trouve bidon du coup. Je n'apprécie pas voir 5 mecs en mitraillette louper une cible à 20 mètres d'eux alors qu'il n'y a rien autour, enfin vraiment c'est ridicule. Et enfin pour terminer, c'est la toute scène d'introduction dans le sous-marin russe avec un équipage 100% russe, donc j'ai vu le film en VO, hein, et dans cet équipage ils parlent tous anglais. Mais attention, ils parlent tous anglais avec un accent russe. Mais là, et vraiment, j'ai rigolé de dépit. Les Américains, de toute façon, ils aiment pas les sous-titres. La meilleure des choses à faire, ça aurait été d'engager des vrais Russes, ou alors des Américains russes, j'en sais rien, mais en tout cas des gens qui parlent vraiment russe, pour qu'on ait l'impression d'être dans un sous-marin russe. Là, les mecs, ils parlent anglais, sans déconner. Et en plus, ils ont eu l'audace de mettre un accent russe. Parce qu'à la limite, ils auraient pas mis l'accent. On aurait dit, bon, bah vas-y, on fait comme s'ils parlaient russe, et on est entre eux, donc on se comprend et tout. Mais là, le fait de mettre un accent russe, ça prouve que les personnages dans le film parlent vraiment anglais. C'est-à-dire qu'ils sont entre eux, c'est vraiment, voilà, c'est des Russes, mais ils se forcent tous à parler anglais entre eux,
au lieu de parler russe. Enfin, ça n'a aucun sens, et vraiment, ça aussi, c'est une des choses, moi, qui me gâche énormément quand je vois un film, de pas entendre les gens parler dans leur langue, quoi. Et surtout là, mais c'est ridicule, quoi. Ne leur mettez pas d'accent russe. Faites-les parler anglais normalement, à la limite. Donc voilà, la vidéo critique est assez longue de Mission Impossible, mais je voulais quand même citer tout ce que j'ai aimé et surtout pas aimé. Et pour dire qu'en fait, voilà, je trouve que les films d'action arrivent à terme. Comme les Marvel, hein, les films de super-héros, je trouve que maintenant c'est bon, on arrive en bout de course. Les films d'horreur, ça fait plusieurs années qu'on arrive en bout de course, il n'y a aucun renouvellement, c'est dégueulasse. Et là, les films d'action, ça commence à me faire le même effet. Parce que, encore une fois, je pense que ça reste le haut du panier. Mais je suis désolé, il y a trop de choses qui font que moi, maintenant, ça me gâche. Je prends plus de plaisir à regarder des films d'action où ça va dans tous les sens, où il y a des coups de poing dans tous les sens, où la caméra va à droite, à gauche, dans tous les sens. Enfin voilà. Je veux, comme les films d'horreur, je veux de la nouveauté, je veux toujours un scénario intéressant et enlever toutes les énormités qui servent à rien, quoi. Renouvelez-vous, sans déconner. La Maison du Mal de Samuel Baudin, avec Lizzie Kaplan, Anthony Starr et Cléopatra Coleman. C'est l'histoire d'une famille, d'un père, d'une mère et d'un enfant, qui vivent dans un quartier tranquille, dans une maison assez vieille, et dont l'enfant est quelque peu introverti, plutôt seul, et qui se fait un peu bisuter à l'école, et qui a aussi beaucoup d'imagination. Et en fait, le problème, c'est que la nuit, il va entendre des voix. Il va entendre d'abord des bruits dans le mur de sa chambre, puis des voix. Il va alerter ses parents, qui, a priori, ne s'inquiètent pas trop. Par contre, à l'école, on voit que sa professeure s'inquiète un peu plus de lui. Et donc, au fur et à mesure du film, on va se poser des questions sur les parents, qui ont l'air quand même très chelous, après une confrontation avec justement la professeure. Alors voilà, j'en dis pas plus sur le film, surtout que, enfin, je crois pas avoir vu la bande-annonce, mais je m'attendais pas à ça quand je suis allé le voir. Je m'attendais à un film d'horreur plus ou moins basique, avec un monstre, etc. Mais en fait, ça a été pris autrement, et on va dire que le danger, il est complètement différent dans le film. J'en ai pas en tête, mais j'adore ça, les films, où il y a deux types de danger. Enfin si, je peux en donner un, mais en même temps, si je le donne, je spoil, donc... Après, c'est un très vieux film, donc c'est 10 Cloverfield Lane, qui était excellent. Mais il y a aussi d'autres films, d'autres films qui sont pas du tout connus, où tu t'attends à voir un film d'horreur basique, par exemple, et en fait, c'est complètement autre chose, ou alors il y a deux genres, en fait, dans le film. Bah, ça m'a fait un petit peu ça dans le film La Main, qui est aussi au cinéma, où justement, il y a ce côté un peu horrifique, possession, épouvante, et le côté thriller. Et donc là, dans celui-là, le mal, en fait, est pas du tout celui qu'on croit, mais donc il y a une bonne partie qui est comme ça, et en fait, même jusqu'à la dernière partie du film, et ben on se rend compte qu'il peut avoir plusieurs types de mal. Donc enfin vraiment, pour ça je l'ai trouvé original, et enfin ça fait plaisir, franchement là je l'ai dit avec La Main, mais ça fait plaisir d'avoir des films d'horreur qui changent même voilà dans l'idée, dans la narration, tout ça, et donc ça c'est très bien, donc j'encourage vraiment à continuer comme ça là, les films d'horreur. Par contre, il y a quand même le personnage de la prof, qui est nul à chier. C'est le seul personnage qui est mal écrit en fait dans l'histoire, c'est dommage. Toutes ces apparitions, c'est cliché. Donc là, attention si vous voulez pas être spoilé, mais alors elle a d'abord le dessin du gamin qui lui dit help me, donc aide-moi, même si le gamin il le fait pas pour ça, mais bon voilà, quand t'es une prof, tu vois un enfant qui t'écrit aide-moi en dessin, tu te dis là il y a un problème. Après elle va chez les parents, elle se rend compte que c'est complètement chelou. Elle sait que le gamin est puni, mais les parents veulent pas que la prof le voit. À un moment, elle l'entend taper. Enfin, c'est hyper chelou. Une troisième fois, elle re-rentre. Ah oui, elle a un appel du gamin qui lui dit aidez-moi. Et là, après, elle rentre. Elle voit que c'est un carnage. Déjà, elle y va toute seule dans le carnage où il y a des morts partout. Après, elle ressort. Le gamin se refait choper. Et là, elle retourne encore toute seule. Donc la meuf, une fois avec le dessin, deux fois quand elle va chez la famille, elle aurait déjà au moins pu appeler les services sociaux. Ou la police, ça j'en sais rien. La troisième fois, quand elle entend à l'aide au téléphone, là elle aurait carrément dû appeler la police. La quatrième fois, quand elle va dans la maison toute seule, qu'il y a un carnage, elle aurait pu appeler la police. Et la cinquième fois, quand elle voit le monstre et qu'elle ressort et tout, elle aurait pu aussi appeler la police. Voilà, son personnage, c'est dommage parce qu'il fait vraiment chuter le film au niveau de la note, parce que c'est trop relou quoi. Mais sinon, tout le reste du film, je trouve que l'idée est vraiment très bien, et il y a des moments aussi, il y a des scènes d'horreur que je trouve vraiment très bien faites, dont une où il y a le gamin qui est sur le lit, et il y a quelque chose qui arrive dans le couloir comme ça sur lui. Je la trouve vraiment flippante. Les scènes d'horreur, franchement, je les trouve bien faites. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite quand même à aller le voir. Oppenheimer de Christopher Nolan, avec Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, entre autres.
C'est un biopic sur l'histoire donc du physicien Oppenheimer qui a élaboré donc avec une multitude d'autres scientifiques la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça va raconter un peu sa vie depuis la fin des années 30 jusqu'à la fin des années 40. Une grosse partie se concentre sur l'élaboration du projet Manhattan, de comment ils vont faire la bombe atomique, mais il y a aussi une partie qui va parler de l'après Seconde Guerre mondiale avec tout un contexte de guerre froide, de communisme, etc. et donc de politique au sens général. C'est un très bon film. Il dure 3 heures, mais alors bon, bien sûr, c'est pas un film d'action, mais je trouve que ça va, le temps passe comme il faut. Surtout que, en fait, là où c'est intéressant, c'est que je m'attendais vraiment à avoir une partie simplement jusqu'à l'explosion de la bombe atomique, et en fait, il y a tout un pan de l'histoire que je ne connaissais pas sur ce tome, qui est quand même assez incroyable, et même aberrant, je dirais. En ce sens, il me fait penser au film Imitation Game, pour ceux qui l'ont vu. La musique, forcément toujours parfaite, les acteurs, Cillian Murphy qui joue très bien. L'histoire aussi, parce qu'à ma connaissance, il n'y avait pas de film sur la bombe atomique et spécialement sur l'Oppenheimer. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Je mettrais peut-être un mini bémol, mais bon là c'est vraiment pour chipoter, c'est que comme il y en a peut-être qui le savent, Christopher Nolan n'aime pas utiliser les effets numériques, et du coup il veut le plus possible utiliser du réel, et donc notamment pour la bombe atomique, et apparemment c'est une vraie bombe qui explose, alors c'est pas une bombe atomique, mais c'est une vraie bombe, et mine de rien, le moment dans le film où la bombe va exploser, je trouve qu'il me manque quelque chose quand même. On voit qu'il utilise plusieurs effets pour pas qu'on voit la bombe exploser parfaitement en plan large. Donc voilà, juste ce passage qui est quand même l'apogée du film, hein. Mais bon, c'est vraiment un détail, parce que c'est pas du tout ça qui est important dans tout le film. C'est vraiment la question éthique, morale, de faire une bombe, une arme de destruction massive. Donc bien sûr, je conseille de voir. Un rendez-vous à Tokyo de Daigo Matsui avec Sosuke Ikematsu, Sairi Ito et Yumi Kawai. Ça raconte une histoire d'amour entre deux personnes vivant à Tokyo, où on va les voir dans différents aspects de leur vie, et le film se déroule de manière décroissante chronologiquement, c'est-à-dire qu'on voit la fin de relation, et au fur et à mesure du film, on arrive au début de la relation. C'est un très bon film, alors je m'attendais à rien en voyant le film, je connaissais pas l'histoire, je n'avais pas vu non plus la bande-annonce, mais c'est vraiment un très beau film. Je suis pas fan des films d'amour, des romances et tout ça, et celui-là, je le trouve vraiment beau, vraiment bien. J'ai trouvé dans le film qu'il y avait plusieurs scènes, mais qui paraissaient tellement authentiques. Les émotions traversaient l'écran et j'étais en totale empathie avec eux. Des scènes joyeuses, de bonheur et tout ça, de complicité qui font vraiment très authentiques et c'était vraiment très plaisant à voir. Après, c'était aussi original parce que je savais pas que le film commençait à la fin et du coup, en fait, à chaque fois, on allait au début de la relation. Il joue pendant tout le film sur une horloge qu'il y a dans l'appartement du gars, qui met à chaque fois le jour, le mois et tout ça. C'est tout le temps le 26 juillet, sauf qu'à chaque fois les jours changent. Pour montrer qu'en fait il recule à chaque fois d'un an plus, mais en tout cas voilà, ça recule à chaque fois ou même à la même date, mais dans le passé. Et du coup, voilà, même ça, j'ai trouvé ça original de faire un film d'amour comme ça. Et les acteurs, vraiment, les deux, le gars et la fille, jouent vraiment très très bien. C'était très plaisant à voir et je vous le conseille. La main de Danny et Michael Philippou avec Sophie Wilde, Joe Bird et Alexandra Jensen, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une main, alors une main embaumée, avec des pouvoirs surnaturels, qui fait que si on lui serre la main et qu'on lui dit « Talk to me », donc « Parle-moi », on verrait les morts. D'ailleurs, le titre du film s'appelle « Talk to me » et non la main. Et sur ça, je trouve ça ridicule d'avoir changé le titre par rapport au titre original, qui est beaucoup mieux et pertinent dans le film. Bref, on suit une jeune Australienne qui est un peu paumée dans sa vie, qui a perdu sa mère il n'y a pas très longtemps, qui est toujours en deuil, qui vit avec son père mais dont les relations sont pas bonnes, et qui est particulièrement attachée à une autre famille avec une amie à elle. Et donc voilà, ils vont faire la rencontre de deux personnes qui ont cette main, et qui font des soirées où ils s'amusent en fait à faire des rencontres avec les esprits, à les inviter dans leur corps, etc. Il y a tout un processus. Et sauf qu'à un moment donné, bien sûr, ça va mal se passer. De là, va avoir des intrigues. J'ai trouvé vraiment le film génial. Alors, ça fait plaisir enfin d'avoir un film d'horreur de ce niveau-là, de cette qualité. Parce que voilà, ça change et c'est plaisant de voir ça. Toute la première partie du film qui se dirige sur le côté, on va dire, séance de spiritisme, c'est passé avec la main, je la trouve géniale. Elle est vraiment trop bien faite. J'étais vraiment avec les acteurs. J'avais l'impression de participer à leur soirée. Et, tout. Et franchement, même si ça peut être glauque pour certains, moi, ça me donnait envie de participer à ça. Donc voilà, je les trouve vraiment bien fait, toute cette partie. Après, on arrive sur la partie possession, vraiment l'horreur au sens propre et tout ça, horreur épouvante. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, voilà, le film, c'est épouvante, horreur et thriller. Et c'est vrai que voilà, il y a une partie du film
où il y a une sorte de mini-enquête, on essaye de se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est possédé? Est-ce que c'est vraiment de la possession? Etc. Enfin voilà, j'en dévoile pas trop. Mais vraiment, le film, pour ça, il est très intéressant. Et enfin aussi, ce qui est très bien, c'est qu'il y a quasiment aucun jumpscare. Alors, il y a des moments qui vont faire un peu peur, mais c'est jamais la cliché qu'il y a dans les autres films d'horreur. C'est-à-dire que ça va pas être d'un seul coup une image avec un son hyper fort. Typiquement, au moment où ils vont voir un mort, forcément, hein, là, c'est la première fois de ta vie que tu vois un mort, t'es choqué. Donc là, ça va jouer, je crois, sur la musique. Mais les morts en soi, ils sont hyper calmes, ils ne bougent pas. Enfin voilà, pareil, je n'en dis pas trop. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé ça bien fait, c'est pas des clichés quoi. Et aussi, un truc génial que j'ai remarqué, c'est que pour une fois, les personnages sont pas cons. Enfin, il y a des gens qui sont à l'écriture des scénarios et des scripts dans ce film. Parce que dans tous les films d'horreur, on est tout le temps, enfin on le sait, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, on est tout le temps en train de dire non mais vas-y, mais fais pas ça mec, non mais arrête, va pas là, ou alors prends pas cette décision. C'est parce qu'en fait dans les films d'horreur, chaque avancée d'histoire et de scénario, il est justifié par un truc débile des personnages. Ils vont dire bon bah allez on va faire ça ou on va pas faire ça, qui fait que le film va avancer. Mais là dans The Film, je trouve que vraiment tous les personnages sont réalistes. Il n'y a pas de relou débile, il n'y a pas la personne qui va avoir des propos aussi complètement cons. Il y a peut-être un moment tout au début, on peut dire ah vas-y, elle va pousser loin, mais je trouve que ça va bien, enfin c'est bien ancré dans son personnage, dans ce qu'elle vit, et on sent que le personnage principal est complètement fucked up dans sa tête. Donc voilà, franchement tout est bien fait, ils réagissent bien, ils parlent bien, enfin vraiment ça fait plaisir à voir un film comme ça. Alors le film, je lui ai mis une très bonne note parce que je l'ai noté en le considérant que dans la catégorie film d'horreur. Et pour un film d'horreur, bah, il écarte vraiment tous les autres films d'horreur récents. Là. Je le mets plus ou moins au même niveau que les It Follows, Get Out et Us. Parce que voilà, pour moi, ça c'est le haut du panier des films d'horreur. Et il faut que les cinéastes continuent à aller dans ce type-là. Après, si je le notais globalement avec tous les genres de cinéma, je mettrais peut-être un demi-point ou voire un point de moins. Mais ça reste vraiment un bon film. Et sur le coup, pour le genre épouvante horreur, voilà, là j'ai été content de voir ce film. Si vous avez envie de voir un film d'horreur au cinéma en ce moment, c'est ce film qu'il faut aller voir. Barbie de Greta Gerwig avec Margot Robbie, Ryan Gosling et America Ferrera entre autres. C'est tout simplement l'histoire de Barbie, de la poupée Barbie. Elle et toutes ses congénères Barbie vivent dans le Barbieland, donc un monde de Barbie qui est un monde parallèle au monde réel, qui vivent des vies de Barbie, c'est-à-dire voilà, il fait tout le temps beau, leurs vies sont toujours les mêmes et c'est toujours parfait, etc. Elles vivent dans un monde où il y a des Ken, où les Ken sont des seconds rôles en fait, qui s'existent qu'au travers de Barbie. Et voilà, c'est des journées entre guillemets parfaites. Sauf que là, à ce moment-là du film, la Barbie principale, la Barbie stéréotype, qui va lui arriver des choses anormale pour une Barbie et du coup en fait elle a fait en sorte de rejoindre le monde réel pour trouver en fait la personne qui entre guillemets maltraite sa Barbie ou en tout cas qui est en communion avec sa poupée Barbie pour essayer de faire changer cette personne et du coup que elle redevienne normale. À côté de ça on a quand même donc on a l'histoire de Barbie mais on a aussi un peu l'histoire de Ken et qui donc lui est désespérément amoureux de Barbie et qui veut désespérément vivre avec elle, et qui va donc essayer d'obtenir cet amour réciproque. Enfin, vraiment très très bon film. Qui aurait cru que faire un film sur Barbie, ce serait génial. Et les acteurs, que ce soit Margot Robbie comme Ryan Gosling, jouent excellemment bien. Moi, Ryan Gosling, il m'a éclaté dans le film, hein. Toutes les scènes qu'il a, elles sont vraiment drôles. C'est intelligent. Tous les clichés qu'ils mettent et les stéréotypes, que ça soit dans le monde de Barbie comme dans le monde réel quand ils y vont, je les trouve vraiment justes. Hein. Enfin, ça nous met dans la face les vraies réalités, parce qu'en fait dans le film ça se moque des choses qui sont réelles et qui sont normales pour nous. Donc en fait il y a un côté un peu de décalage où on rigole et en même temps on est comme gêné parce qu'on se dit ah ouais mais en fait c'est notre norme à nous quoi. C'est pas censé être drôle, sauf que dans le film, vu que c'est du point de vue de Barbie et Ken, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Et pourtant, c'est notre réalité. Et c'est pour ça, du coup, j'ai trouvé vraiment bien fait. Après, ce que j'ai trouvé quand même vraiment bien, mine de rien, c'est Mattel, l'entreprise, la société qui fabrique les Barbie, qui a été assez ouvert pour accepter ce film, hein, parce qu'au final... c'est vraiment une critique de la poupée Barbie qu'on voit dans le film. Et donc de tous les stéréotypes que ça donne. Mais bon, du coup, bravo à eux, parce que c'est vraiment très bien. Par contre, oui, le seul petit bémol, c'est je trouve que c'est parfois presque trop slogan féministe, quoi. Et justement, là où c'est dommage, c'est qu'en fait, je trouve que c'est vraiment une guerre de la femme contre l'homme. Et donc de vraiment renverser le pouvoir de l'homme. Parce qu'en fin de compte, le monde réel où c'est le patriarcat et les hommes qui dominent les femmes, et bien là, dans le monde de Barbie, c'est clairement l'opposé. Et en fait, il n'y a jamais de remise en question sur ce système-là. C'est-à-dire qu'elles vont être en victime à se dire « Oh là là, mais le monde réel, c'est horrible, les pauvres femmes. » Mais quand tu vois le monde de Barbie,
c'est l'exact opposé, voire peut-être même en caricaturé, donc en pire. C'est ça que je trouve un peu bizarre, et après, enfin voilà, sans spoiler les trucs qui se passent dans le film, mais à un moment donné, t'as un sexe qui gagne, et dans un moment donné, t'as l'autre sexe qui gagne. En fait, t'as jamais d'équilibre ou de parité, quoi. Et donc, c'est en ça que je trouve un peu limité l'idée du film, et en fait, le message, quoi. Mais bon, sinon, voilà, franchement, il est vraiment très drôle, je conseille vraiment à tout le monde d'aller le voir. Comme ils disent dans la bande-annonce, qu'on aime ou qu'on déteste Barbie, il faut aller voir ce film. À la fin aussi, la fin est bien trouvée, et encore une fois, enfin vraiment génial, les scènes de danse, enfin vraiment toutes les scènes, enfin vraiment le film est vraiment top. Les filles d'Olpha, de Kawthar Benahania, avec Hen Sabri, Olfa Hamrouni, et Eya Chikahoui, entre autres. C'est un film documentaire qui raconte l'histoire d'une famille avec donc la mère de famille qui s'appelle Olfa, qui a élevé plus ou moins seule 4 filles, et qui à un moment donné a vu ses 2 filles aînées partir pour Daesh. Alors le film ne se concentre pas du tout sur le côté Daesh et elles les ont rejoints, mais surtout sur les 2 sœurs cadettes, et la mère, et leur relation qu'elles ont eue, la relation qu'elles ont aussi avec leurs 2 autres sœurs, et comment ça s'est passé avec leur père ou leur beau-père, et voilà, sur différents sujets aussi de société, sujets qu'elles ont vécu elles-mêmes, comment elles l'ont vécu, comment elles l'ont pensé, comment elles l'ont confronté face à leur mère, etc. Et donc voilà, comme il est fait le film, c'est la réalisatrice qui se filme et qui disent donc à la mère et aux filles qu'elles vont jouer leur propre rôle. Et il y aura donc 2 actrices qui joueront le rôle de leur sœur aînée, et aussi une autre actrice qui jouera le rôle de la mère pour les scènes difficiles. En fait, j'avais un doute pendant tout le film de me demander, parce qu'en fait c'est vraiment filmé comme un documentaire, c'est-à-dire qu'il y a des phases où elles sont en interview, des phases où on les voit parler entre elles, où on sent qu'il y a la caméra derrière, mais elles sont pas en train de tourner, et puis paf, des fois il y a des scènes tournées. Donc c'est un film dans un film. Donc voilà, j'avais un doute sur est-ce que tout ça c'est un film, ou est-ce que c'est vraiment les vrais protagonistes, quoi. Et en fait, non, oui, on s'aperçoit que les personnages qu'on voit devant l'écran, c'est les vraies femmes qui ont vécu cette histoire, donc dans la vraie vie. Et il y a des moments à la fin du film où on voit des vraies images, parce que c'est un truc qui s'est passé, voilà, il y a maintenant presque 10 ans. Et ben le film ou documentaire est excellent. Je vous recommande d'aller le voir. C'est vraiment bouleversant. Je vais dire les personnages, mais je vais les appeler les actrices, mais elles jouent et en même temps elles disent la vérité. Mais enfin, tout est parfait, elles transmettent volontairement ou non, mais énormément d'émotions à travers leurs témoignages et leur façon de parler, leur façon de jouer, aussi de raconter, même en off, ce qu'elles vivent et tout ça. Enfin, vraiment, c'est extrêmement touchant. J'ai trouvé très intéressant aussi des sujets qu'elles abordent dans le film. Je peux pas en dire beaucoup sur le film, si ce n'est voilà que c'est une histoire tragique. J'ai trouvé quand même, parce que même la mère est hyper dure, et à la limite enfin, il y a des moments que je trouve vraiment borderline, quoi. Mais alors, est-ce que c'est voilà la culture, la période, j'en sais rien, mais c'est très intéressant de voir ce qu'elles livrent comme témoignage, que ça soit entre elles, dans leur famille, tout ça, ou ce qui leur est arrivé autour. Enfin, vraiment, voilà, c'est un film magnifique que je conseille vraiment de voir. Voilà, s'il est encore au cinéma, allez-y.